Bonjour, bienvenue au Coup de gueule de Nicolas Bonal, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gelbert Dawed des éditions Avatar. Ce soir, avec Nicolas Bonal, nous avons intitulé notre tour de table Poutine et la roulette russe. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, roulette russe, parce que comme on sait, c'est un sport très dangereux. Et d'ailleurs, en vérifiant, j'ai vu que ça a été beaucoup pratiqué. C'est pratiqué notamment par des fils de riches. Ça a été pratiqué par le fils de l'acteur français qui évolue à Hollywood, Charles Boyer. Ça a été pratiqué aussi par un champion français de rugby, Vacry, je crois qu'il s'est tué avec dans son bistrot. Donc, il y a encore beaucoup d'idiots qui pratiquent la roulette russe. Mais maintenant, au niveau diplomatique, géopolitique et Troisième Guerre mondiale, on pratique aussi la roulette russe. Comme on sait, ça peut être un sport qui se pratique à plusieurs, comme on le sait avec Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. Et donc là, on va dire qu'il y a, mettons, une seule balle dans une seule chambre du barillet du revolver qui a 6 charges, enfin qui a 6 chambres, et que donc il y a un qui est censé mourir avec. Et malheureusement, il se peut que plusieurs meurent avec cette histoire de roulette russe. Donc, on va faire un peu une liste là-dessus de tous les gens et de tout ce qu'ils peuvent risquer avec la roulette russe de Poutine, qui a lancé son opération, comme on sait, il y a un mois maintenant. Ça commence à durer un peu, mais évidemment, on n'a pas le droit d'en parler, comme tu le sais, parce que sinon, tu es traité de tous les noms par tout le monde. Donc, on va se contenter de dire, voilà ce que paye chacun par rapport à ce jeu de la roulette russe. Donc, le premier risque, évidemment, pour la Russie, c'est l'affaiblissement de son armée. Ensuite, c'est la découverte que les Ukrainiens n'aiment pas les Russes et que même s'ils sont proches culturellement, ils ne sont pas du tout identiques. Moi, je vois ça avec ma femme qui est déchaînée contre les Russes, que je comprends évidemment parfaitement. Et moi, je ne suis pas du tout content des Russes, vu évidemment ce qu'ils procurent là-dessus. Et ça, c'est un petit livre qu'elle a écrit de musicologie sur les chants traditionnels ukrainiens. Ta femme qui est ukrainienne. Au travail. Oui, je préfère le dire parce qu'évidemment, déjà, la plupart de mes auditeurs le savent. Et puis ensuite, je le dis sur le blog. On travaille ensemble beaucoup avec Tatiana, donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens sont restés à la propagande russe, qu'il y avait des méchants ukro-nazis qui tenaient en otage la population ukrainienne, mais que malheureusement, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est peut-être aussi pour cela que les choses durent. Même si, évidemment, à droite, à gauche, tout le monde n'arrête pas de dire que les Russes ont déjà gagné la guerre. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce matin, j'ai lu sur Unz une interview de Larry Johnson qui lui dit que les Russes sont supérieurs, ont écrasé, ont ridiculisé les Occidentaux. Bon, ça, c'est classique. Après, Tatiana me sort les infos sur les problèmes des soldats russes, parce que ça fait quand même un mois qu'ils sont partis, les pauvres, hein, et que ça se passe de plus en plus mal au niveau des matériels et au niveau des hommes. Ça, on l'a vu aussi dans le Saker. Hervé, mon ami, a réussi à traduire plusieurs textes qui montraient les difficultés des Russes et leur échec total en matière de propagande et de psyop, et même aussi leur échec de comprendre que les Ukrainiens ne les accueilleraient pas à bras ouverts, parce qu'il semble en effet que c'est pour ça. C'est d'ailleurs pas forcément, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, puisque évidemment, ça peut supposer une destruction de plus en plus radicale du pays. Celui qui en a parlé, c'est John Mearsheimer. John Mearsheimer, je l'ai cité il y a 7 ans, non pas dans la presse française, mais dans la presse russe, puisque j'ai travaillé, comme on le sait, pour la presse russe. J'ai travaillé pour Sputnik en France, j'avais mon blog, on pouvait encore aller le consulter, puis évidemment, ça a été interdit. Et puis, j'ai travaillé aussi pour English Pravda, RU, j'ai interviewé Le Pen pour eux, et j'ai aussi interviewé Marion Le Pen. Marion Le Pen, l'interview était excellente, et d'ailleurs, elle est citée par Wikipédia en anglais sur Marion Le Pen, sur sa volonté, évidemment, elle, de se rapprocher des Russes. Évidemment, on ne peut que critiquer, évidemment, cette guerre qui interdit tout rapprochement, et sans doute définitivement, tout rapprochement entre l'Europe et la Russie. On a déjà fait une émission sur l'exception culturelle russe. Je rappelle ce que dit Custine. Les Russes en sont encore à la guerre de conquête et nous en sommes à la guerre de propagande. C'est extraordinaire comme phrase. Il a écrit ça en 1839. Or, actuellement, on est vraiment dans ça. Il y a la guerre de conquête côté des Russes et la guerre de propagande côté occidental. Donc, c'est une roulette russe qui peut précipiter un déclin russe rapide, qui peut précipiter un effondrement militaire dont parlent certains. Il peut aussi précipiter un isolement stratégique et diplomatique total. Et il peut faire de la Russie la station-service dont parlait le sénateur McCain, que je n'aimais pas beaucoup, mais ce n'est pas le problème. Il disait que la Russie serait une station-service et sans doute de la Russie seulement, de la Chine seulement. De la Chine et peut-être de l'Inde. On va voir jusqu'où va aller l'Inde, parce qu'il y a aussi ceux qui nous parlent
des BRICS et de ce monde qui refuse les Occidentaux et les Américains. C'est peut-être un peu trop schématique. On sait que le Vietnam déteste la Chine, on sait qu'il y a des alliances entre le Vietnam et l'Inde, et on sait que l'Inde n'aime pas beaucoup non plus la Chine. Les BRICS, dont on nous a parlé beaucoup il y a une vingtaine d'années, n'ont fait la fortune de personne. On n'en a plus parlé, c'est tombé à l'eau et tout le monde s'en foutait, au premier rang desquels les antisystèmes. Donc tout cela n'était pas extrêmement fameux. Il y a un auteur qui est de plus en plus contesté également dans les milieux anti-système, c'est Paul Craig Roberts. Moi, je l'aime beaucoup et je vais le citer là. Et donc, Craig Roberts reproche à Poutine de ne pas avoir sanctionné Nabuliona parce qu'elle a filé 300 milliards d'euros en Occident et qu'ils ont été gelés. Donc, tu t'imagines une fonctionnaire qui te coûte 300 milliards. C'est quand même pas mal, Gilbert. Évidemment, Poutine l'a reconduite. Alors, on nous a dit, oui, mais attention, c'est beaucoup plus subtil que cela. Moi, j'adore toujours les gens qui te disent, c'est beaucoup plus subtil que cela. Donc, la tactique russe est trop intelligente pour vous qui êtes des idiots pour la comprendre. Et les placements de la Russie à l'ouest sont beaucoup plus trop subtils pour que vous les compreniez. Donc, ça a été compensé par Georgiev, un économiste qui serait plus branché sur l'Eurasie de notre ami Dugin. Je rappelle que cette Eurasie n'est pas blanche et qu'elle est hostile aux Blancs, qu'elle est hostile au monde blanc et chrétien, il faut bien le dire, et qu'elle ne comprend des pays musulmans et turcs d'Asie centrale. Et elle comprend aussi la Chine. Donc tout cela donne une atmosphère qui n'est, à mon avis, pas extrêmement bonne pour personne, hein, y compris pour les Russes. Alors les Russes, après, sur le thème des sanctions, on a parlé de l'interdiction du GPS, on a parlé de la fin du téléphone portable, on a parlé de la fin d'un certain nombre d'aliments, on a parlé d'un certain nombre de conforts. Après, c'est à chacun, comme je le disais il y a un mois ou deux, de mesurer la chaussure à sa pointure. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire c'est très bien que la Russie s'éloigne de l'Occident. Moi, je ne vois pas en quoi c'est très bien. Hein. C'est très bien qu'elle se tourne vers la Chine. Je ne vois pas quel est le succès géostratégique de devenir simplement un approvisionneur énergétique de la Chine. Donc tout cela est extrêmement douteux. Il y a aussi, comment il s'appelle, Craig Roberts parle de la faiblesse des opérations russes. Lui, il ne les trouve pas assez violentes, pas assez brutales. Alors là aussi, on a plein d'informations comme quoi elles sont quand même violentes, elles sont quand même brutales, mais qu'elles sont trop lentes et que Craig Roberts reproche encore à Poutine d'essayer de discuter avec Zelensky, alors que pour Craig Roberts, Zelensky est un simple agent américain. Je lui laisse la responsabilité de cette formulation. On a aussi la possibilité de… La critique de Craig Roberts porte sur cette espèce de candeur russe qu'il a souvent reproché dans le passé. On parle de nos partenaires, on essaye de discuter, etc., etc. Et finalement, les partenaires, on va le voir maintenant, sont plus renforcés et plus agressifs que jamais. Le pays qui prend en plein dans la tête l'offensive russe, c'est évidemment l'Ukraine. On parle pour l'instant d'un Ukrainien sur 5 qui aurait été déplacé. On a 3 millions de réfugiés en Europe. Le pays a de forts risques d'être ruiné et Mearsheimer en a parlé. Ça, c'est donc la deuxième chambre, si j'ose dire, de la roulette russe. Pour les Ukrainiens, ça se passerait mal, c'est une vraie catastrophe. Il est dommage que les antisystèmes pro-russes s'en foutent ou s'en félicitent, mais c'est comme ça, on ne va pas discuter. Hein. Le drame, c'est évidemment pour l'Ukraine qui devient un énième champ de bataille de la Russie. Je rappelle quand même que la Russie n'a jamais été très populaire. Hein. On en a parlé les fois précédentes, toi et moi. Je l'ai rappelé avec mes textes sur Custine. J'ai rappelé que Dostoïevski savait très bien que l'Europe se méfiait beaucoup de la Russie. On peut citer aussi Henri Troya et la conquête de la Crimée et les guerres contre la Turquie de Catherine la Grande. Troya, dans sa très bonne biographie de Catherine la Grande, explique qu'elle écrit des lettres aux cours occidentales pour essayer d'avoir le soutien de l'Europe, parce que l'Europe soutient déjà les Turcs. C'est-à-dire dans un combat entre la Turquie et la Russie, l'Europe est plutôt du côté des Turcs que des Russes. Et en 1878, il y a un grand congrès diplomatique très important à Berlin, mené par Bismarck évidemment, mais aussi par Disraeli, et on essaye de limiter la gourmandise russe qui, à l'époque du tsar Alexandre II, rêve de reconquérir ou de conquérir tout simplement Constantinople. Aujourd'hui, on en est loin de tout cela, mais enfin, c'est pour dire que la haine anti-russe est très ancienne, ou alors c'est simplement le fait de constater que c'est un empire énorme qui déborde tout le temps. Comme dit Custine, des guerres de conquête. J'ai relu Michelet récemment, parce que je le relis souvent, j'aime beaucoup Michelet. Michelet parle de l'ogre russe, et il dit que c'est le pays de l'horreur, comme ça. Alors on sait que Michelet était progressiste, qu'il avait plutôt des sympathies pour les camps qui allaient en avant, mais voilà, la Russie a toujours symbolisé, avec sa domination
sur la Finlande, sur les pays baltes, sur l'Ukraine, sur d'autres régions du monde orientales de l'Europe, a toujours symbolisé l'Empire, et en plus avec le tsarisme, le Knut et ce côté légèrement coincé qu'ils peuvent avoir. Et la brutalité aussi, évidemment, parce que les conquêtes militaires ne se font pas dans la joie et dans la bonne humeur. La Russie a déchaîné toujours les passions en Occident, sauf à une certaine époque du communisme. Alors là, on a fait donc les deux premières chambres où il n'y a pas la balle, où il pourrait y avoir la balle, on verra. La Russie et l'Ukraine, on va faire l'Europe. L'Europe, ça va être plus rapide. L'Europe est toujours hystériquement anti-russe, et l'Europe, ce qui est plus grave pour moi, est hystériquement alignée sur les États-Unis, sur l'OTAN et sur les anglo-saxons. Et c'est d'autant plus dommage que l'OTAN et les anglo-saxons ne sont plus bons à grand-chose. On a vu ce qui s'est passé depuis la guerre en Irak, parce que finalement, on reproche tout le temps les guerres américaines, mais ça fait 20 ans qu'ils ne font plus la guerre. L'Irak, ça date quand même de 2003, 2004, je ne sais même plus. Et depuis, ils sont quand même beaucoup plus timides, où ils arrêtent l'Arabie saoudite, où ils menacent. La Libye, c'était les Français et les Anglais. Oui, c'est notre ami Sarkozy, pour des questions qu'on taira ici. On a donc une Amérique de plus en plus faible militairement, on va en reparler après, et l'Europe, elle, s'aligne sur le deep state américain d'une manière caricaturale. Donc on a toute cette politique européenne qui devient de plus en plus suicidaire et de plus en plus tyrannique et de plus en plus affaiblissante. Tout cela n'est pas rassurant, parce que on se rend bien compte que, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Russie, il n'y a pas besoin tellement de propagande pour que les gens soient hostiles aux Russes. Ils le sont depuis très longtemps en Europe, depuis des siècles, depuis, on va dire, Catherine la Grande. Et il y a aussi une partie de l'opinion qui est pour le recette, qui est pour la fin des libertés. J'ai mon ami Antoine qui tient son restaurant à Vézelay. Il m'a dit qu'il a rouvert le restaurant dans des conditions incroyables. Enfin, il a eu quand même 80 couverts et personne n'a payé en liquide. Donc, on se rapproche de l'euro numérique et avec le grand accord de tout le monde. J'ai l'impression d'ailleurs qu'au lieu de parler de droite et de gauche, on devrait plutôt parler, puisqu'on avait fait une émission sur cette espèce de dimension thanatocratique qui dirige maintenant l'Occident, on a un électorat de la vie, un électorat de la mort. On va parler de l'électorat de la mort, c'est l'électorat du recette, c'est l'électorat LGBTQ, c'est l'électorat woke, c'est l'électorat de la guerre à tout prix, même nucléaire contre la Russie. On a vu que 35% des Américains sont favorables à la guerre nucléaire contre la Russie, donc on ne sait plus si les gens sont débiles mentaux complets ou pas, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a une dimension de la mort. Il y a quelques années, mon ami Reichmann en a parlé à Pierre Jovanovic et lui a dit il y a une guerre civile en France des fonctionnaires contre les non-fonctionnaires. C'est quelque chose comme ça, malheureusement. C'est-à-dire on a une espèce de bureaucratie étatique, tu la vois très bien en Italie, qui est un pays également de tradition bonapartiste, culture romaine extrêmement autoritaire, avec une discipline, contrairement à ce qu'on dit très fort, ils sont en train de détruire totalement les États-Unis, la France, l'Italie, etc., les gens qui entreprenaient ou qui faisaient quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on a plutôt des bonnes surprises quand on discute avec un taxi, parce que lui, à sa modeste place, ou un petit épicier, il sait qu'on veut lui faire la peau. Donc on a un électorat de la vie contre un électorat de la mort, et l'électorat de la mort, évidemment, est fanatiquement et écologiste. Donc Charles Gave a très bien parlé avec Berkoff des conséquences des sanctions, mais enfin il n'y avait pas besoin de Charles Gave pour s'en rendre compte, puisqu'on a tous vu que l'essence montait à 2,20 €, 2,30 €, mais évidemment c'est ce qu'il voulait, puisqu'ils ne veulent plus qu'on roule. On a même fait une émission là-dessus, la liquidation des pollueurs, il y a quelques mois. Donc finalement, la guerre, comme je l'ai dit la dernière fois, mais je ne vais pas me répéter trop, accélère le grand recette. Et donc, c'est une excellente et très mauvaise nouvelle pour nous tous. Ce matin, je relisais un texte d'Henri Makoff. Makoff a fait un excellent texte pour dire que, selon lui, et on peut se poser légitimement la question, la guerre de Poutine sert les intérêts des surpuissants de la planète, qui veulent nous aligner contre le mur. Et on a déjà vu plusieurs fois ce thème, toi et moi, au cours des émissions précédentes. Ensuite, je vais passer à un quatrième cas. On va dire qu'il y a un club des 6 qui veut se foutre une balle dans la tête avec la roulette russe. Les USA. Alors, les USA, pour l'instant, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, contrairement à ce qu'on dit. Ils contrôlent la situation très bien avec Biden. Ils contrôlent très bien l'OTAN. Ils contrôlent très bien le narratif. Ils contrôlent très bien la russophobie qui s'est déclenchée partout. Tout le monde veut tuer ou bouffer du russe, et tout le monde veut de l'OTAN. Et l'objet américain, qui est l'Union européenne, est évidemment en ce moment extrêmement prisé. Donc pour l'instant, je ne vois pas en quoi les Américains perdent. Alors on dit plus personne ne leur obéit pour l'instant. Je vois que le dollar n'a jamais été aussi fort.
Si tu mets sur la table des roubles, des RMB et des dollars, tu verras sur quoi se ruent les gens, à commencer par les Russes et les Chinois. Tant qu'on en saura se ruer sur le dollar de cette manière, c'est ce que racontait d'ailleurs il y a plusieurs fois, il l'a dit Bruno Berthez, tant qu'on en saura se battre pour posséder des dollars, je ne vois pas encore la menace américaine disparaître. Alors évidemment, Biden est moins respecté, mais il a repris l'ascendant sur Trump, alors qu'il était en recul, puisque Trump est passé pour un pro-Poutine, d'ailleurs assez justement, puisqu'il a dit que l'autre était un génie. Ce n'était pas le moment, hein. Ça il faut reconnaître qu'il aurait pu choisir un meilleur moment pour dire que Poutine est un génie. Ou un joueur d'échecs ou un judoka, parce qu'évidemment, on est toujours dans le narratif métaphorique. Donc, on a cette histoire que les États-Unis, pour l'instant aussi, arment les Ukrainiens. Ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien, comme on est en train de dire cyniquement dans pas mal de milieux. Ils sont en train de renforcer leur domination sur les Occidentaux. Et puis, quoi qu'on dise, ils font pression sur la Chine, sur l'Inde, sur le Pakistan, qui a des velléités de résistance. Et on va voir si ces pays-là vont se révolter. Moi, je te parie mon bonnet qu'ils vont se révolter très moyennement, hein. Et le fait que l'Arabie saoudite veuille vendre en yuan son pétrole à la Chine ne signifie pas encore qu'on en a terminé avec le dollar. La baisse de l'euro suite à la guerre en Europe ne va pas affaiblir le dollar. Ça me paraît très évident. Et je ne vois pas le reste du monde prenant le yuan comme monnaie. Là, on va faire le thème du reste du monde. Ça serait notre 5e bonhomme de neige. Il y aurait donc une résistance avec un monde qui est le monde libre, le monde occidental, eurocentré et américano-centré contre le reste du monde. C'est grosso modo ce qu'on a voulu nous dire à propos du vote de l'ONU, où les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud n'ont pas été hostiles ouvertement à la Russie. Enfin, une partie quand même, hein, une partie quand même. Mais il y a une partie du monde qui, en effet, préférait rester neutre. On va voir si cette neutralité, ça rappelle un peu les PD non alignés, j'ai cité aussi Bandung, on se retrouve un peu dans les années 50 avec la Russie qui cherchait à l'époque à être le leader du monde décolonisé, on va dire, parce que ça revient à ça, et 60 ans après, bon, on voit que les choses n'ont pas tellement changé. La Russie donc cherche à dominer le monde décolonisé, et le monde occidental cherche à maintenir son emprise. Mais moi, je rappelle que c'est moins le monde occidental qui maintient son emprise qu'une matrice mondialiste d'origine et d'extraction anglo-saxonne, qui pour l'instant utilise le dollar, mais on sait très bien, par exemple, que McCartney, Goldman Sachs, patron de la Banque du Canada et ensuite de la Banque d'Angleterre, veut liquider le dollar et qu'il n'est pas le seul à le vouloir. Et d'ailleurs, j'ai cité un texte très important qui est lié à un livre de Schweitzer, un écrivain qui s'appelle Schweitzer contre Biden et la Chine. Et en fait, il dit, attendez, vous vous trompez. Quand vous croyez qu'il y a la gentille Chine contre les méchants États-Unis, qui sont en train de s'écrouler parce que la Chine travaille plus, vous vous mettez complètement le doigt dans l'œil. Il explique que les Biden ont été achetés, père et fils. Il y a tout un tas de scandales qui ressortent en ce moment là-dessus, y compris sur le fils, y compris pour les questions sexuelles, mais ça, on s'en fout. Mais il y a cette idée qu'il y a une entente au-delà des oppositions, au-delà du rideau de fumée, au-delà des marionnettes agitées. Il y a le gars qui tient les marionnettes au-dessus, qui fait croire à des luttes fratricides entre les différentes factions. Mais il y a une entente. Cette idée de contrôle social qu'on a en Europe qui arrive grâce à Bernard Arnault qui vend 30% de sa production en Chine et à sa presse, notamment les Échos. Cette idée du contrôle social qui arrive aux États-Unis, alors que c'était censé être le pays où tu pouvais faire n'importe quoi, surtout le con, il faut bien le dire. Mais enfin bon, tu pouvais faire ce que tu voulais, prétendument. Tout cela montre qu'il y a une entente très cordiale entre les différentes élites totalitaires qui dirigent le monde, l'élite totalitaire occidentale, l'élite totalitaire chinoise, etc., pour créer un monde qui va reposer sur la pénurie et sur le contrôle par l'informatique. Donc là, j'aurais plutôt tendance à avoir un peu plus peur que la moyenne des gens, parce qu'on a une espèce, en effet, de champ de bataille, et puis derrière ce champ de bataille, on a une avancée nécropolitique, comme on disait toi et moi il y a 2 ou 3 mois, nécropolitique avec une avancée totalitaire liée à l'informatique, et qui, alors, elle se fout des races, des cultures et du reste. Alors, il y en a qui pensent que ça pourrait jouer un rôle positif, mais moi, cette guerre, malheureusement, je ne vois pour l'instant rien de positif sortir de cette guerre, surtout pour les pauvres Ukrainiens. Voilà ce que j'avais à dire sur cette roulette russe. Il est évident qu'on a l'impression que chacun va utiliser. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont sauter les premiers. Et puis, on a l'impression que derrière, ils vont continuer à jouer à la roulette russe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. C'est assez possible, finalement, c'est assez la logique du monde moderne pour lequel, comme on sait, j'ai tant d'estime. Oui, c'est assez déprimant comme analyse, mais la situation est déprimante et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Je ne vois pas les objectifs de guerre russes. Ils sont
aberrant. Tu fais la guerre, tu tues des milliers de personnes, tu conquiers des pays, tu ruines ce pays. Ne me dis pas qu'après, le pays sera pacifié et désarmé et bien aimant et prospère. Ça n'est pas vrai. Ça va mal se passer. C'est ce qu'a dit le colonel Goya, qui s'est fait traiter d'analphabète par Xavier Moreau, parce qu'il passe sur BFM. Je pense que Goya a quand même dit une évidence. Et moi, je le vois avec ma femme qui ne s'était jamais préoccupée de politique avant. Et bien maintenant, elle est fanatiquement contre cette offensive et tout son peuple. Et tout son peuple, il faut arrêter de rêver. Donc ça, c'est uniquement au niveau russe-ukrainien. Après, au niveau européen, on en a parlé. C'est une victoire énorme pour le système, désolé de le dire. Et au niveau mondialiste, c'est aussi une victoire énorme. Et ceux qui pensent que la Chine va les libérer parce que la Chine incarne la démocratie, les enfants en fleurs et le permis de voiture se trompent. La Chine, c'est quand même le pays le plus avancé sur le contrôle social, technique et totalitaire des sociétés postmodernes. Je rappelle que la Chine aussi, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a un livre que j'aime beaucoup, je vais te le donner. C'est Étienne Balache, Bureaucratie céleste. Je l'ai découvert grâce à une interview de Maffezoli. Je n'avais jamais lu, je connaissais le nom, mais je n'avais jamais lu. Donc, en fait, il y a toujours eu pléthore de fonctionnaires en Chine et ils ont toujours tout contrôlé. La manière de s'habiller, la manière de porter les chapeaux, la manière de se tenir dans la rue. C'était à ce point. Donc, tout cela pour dire que je ne vois pas quelque chose de grandiose et de libre sortir là-dessus. Donc, je vais reciter 2 livres qu'on a publiés avec ma femme. C'est le livre des prières orthodoxes, parce que je rappelle quand même qu'on est orthodoxe. Il y a les traductions de Eugène Onegin juxtalinéaire. Vous avez la version en deux langues, évidemment, et c'est juxtalinéaire, ce qui me paraît très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal le russe. Et puis, en dernier, parce que c'est quand même le plus grand écrivain contre la guerre, c'est l'anti-BHL, c'est Louis-Ferdinand Céline, que tu m'as gentiment édité il y a quelques années. Et je mettrai les liens donc, dans le champ de description de la vidéo. C'est la fin de cette émission de ton coup de gueule. Je te remercie. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou si vous nous regardez sur Odyssée, à commenter, à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Merci et à la prochaine émission.